Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Et oui, on veut pas vous mentir sur la qualité ici, messieurs, mesdames. Ça va pas être génial. Donc on va faire des news. Bon, ça va être moitié génial, moitié Cult & Geek, quoi. On va parler de toutes les news de la semaine avec l'ami Caire. Comment tu vas, mon bon Caire ? Ça va, tu vois, j'ai passé une journée de presque qualité. Voilà, pour être fidèle à l'émission. Donc sans doute une de tes meilleures de ces dernières années. Oui. On va donc enchaîner tout de suite avec les news parce que déjà cette intro, elle était trop longue. Donc, eh bien, c'est AMC qui a fait pas mal d'annonces et les infos ont plu sur The Walking Dead. Il y a certaines choses qui sont des news, il y en a d'autres qui sont des rappels. Donc on va faire des news. Il y a 3 séries spin-off de Walking Dead qui sont sorties. Il y en a qui vont lever un sourcil en disant 3. Ah bon ? Mais vous allez comprendre. Maggie et Negan dans Dead City. Ça c'est la première. C'est donc une série en 6 épisodes avec évidemment Maggie et Negan qui va se passer à New York, qui sort en juin 2023. Et qui est donc la série la plus proche chronologiquement et celle sur laquelle nos amis d'AMC misent beaucoup. On a ensuite en octobre, on n'a pas du tout en octobre, on a en fin d'année, je vous expliquerai pourquoi je parlais d'octobre dans 2 secondes, de cette année, on va avoir Daryl, The Walking Dead, Daryl Dixon. Et en fait, on va avoir Daryl qui va être dans un spin-off qui basera en France. Le spin-off vient d'être terminé de tourner en octobre dernier en 2022 et du coup ils sont en montage et ça devrait être diffusé un petit peu plus tard dans l'année. Et après, évidemment, la suite qui est la plus attendue, qui est donc à la base était censée être des 3 films autour de Rick, ce ne sera pas 3 films, mais ce sera donc comme Daryl Dixon, Maggie et Negan, ce sera également une mini-série de 6 épisodes qui, pour l'instant, n'a pas d'autre date que 2024 et qui, du coup, devrait reprendre ce que beaucoup de personnes pensent être la vraie fin clôture de la série entre, donc, Rick et Michonne. Est-ce que, mon cher Kerr, qui a eu un peu plus de courage que moi et qui est allé plus loin dans le Walking Dead, est-ce que tu as envie de regarder ces mini-séries ? Alors déjà, il y a Tales of the Walking Dead qui est arrivé sur OCS cette semaine, tu vois, notamment avec Terry Crews et compagnie, et j'étais pas très emballé. Là, j'ai repris la saison 11, pas emballé, et je t'avoue que les spin-offs, le World Beyond, j'ai commencé la saison 2. Je suis en retard sur tout en fait, alors qu'avant, et c'était étonnant parce qu'on le faisait nous sur la chaîne de manière très régulière et même en dehors, tu vois. Moi je regardais Fear, The Walking Dead dès que ça a popé, etc. Là non, je pense qu'ils ont pressé un peu trop le citron et qu'en plus le citron a pourri un peu dans le frigo et du coup c'est pas des projets qui font rêver, quoi. C'est pas des projets qui font rêver, et en plus, on en avait déjà parlé sur la chaîne, parce que ça date pas d'aujourd'hui, l'annonce du fait que Rick et Michonne soient plus en film mais en série. Mais quand il y a eu l'annonce, tu te rappelles, avec le départ de Rick à la surprise générale, et qu'il y avait eu l'émission Talking Show, là, je sais plus comment ils l'appellent, où derrière ils ont annoncé qu'il allait y avoir des films, une trilogie et tout. Mais on l'avait dit en off au téléphone, je me rappelle, on était tous les deux au WC à ce moment-là. On s'était dit que ça allait pas aller jusqu'au bout, ce truc. Fear allait déjà plus ou moins dans le mur. C'était évident que on allait se diriger vers des séries. Donc je pense que The Walking Dead, malheureusement, qui a été un véritable phénomène, il faut pas le nier, et qui marquera l'histoire de la télé américaine, et en tout cas de l'histoire des séries américaines, que ça vous plaise ou non d'ailleurs, et peu importe la qualité, en tout cas en termes de popularité, de succès pour une chaîne, pour une série qui n'est pas sur une des 4 grandes chaînes, faire une audience comme ça, c'est absolument incroyable. Pas aujourd'hui, hein, mais à son meilleur de sa forme. Mais là, je pense que ça va mourir dans l'anonymat.
Je pense qu'il y aura même pas de hype sur la série Rick et Michonne. Tu penses toi qu'il va y avoir de la hype sur Rick et Michonne? Bah, je sais pas pour l'intégralité de la planète, mais si je parle que de moi, la série Walking Dead a eu la décence de devenir inintéressante pour qu'on n'ait plus à se demander comment ça allait finir. Et se dire, bon, bah, faut que je regarde quelque chose qui est pas bien jusqu'au bout et tout. Parce que franchement, je trouvais que les dernières saisons, c'était long. Et là, Rick et Michonne, avoir l'impression que c'est une promesse c'est la fin de la série, ça me parle plus. 6 épisodes, si c'est quali, si c'est bien écrit, s'il y a un bon previous line avant, qui explique tout ce qui s'est passé pour ceux qui ont quitté il y a longtemps, franchement, ça peut me récupérer sur 6 épisodes, ouais. Mon cher Kerr, est-ce que tu veux te faire ton petit point pognon? Ben moi, mon cher Greg, je vais te parler maintenant de pognon avec le fameux point pognon box-office pour vous dire que pour Avatar, la vie est belle, la vie est même très belle. Juste un petit constat comme ça, dans quelques jours, James Cameron, il pourra se lever le matin et faire j'ai 3 de mes films dans les 4 plus gros succès de l'histoire du cinéma. Voilà. Et ben on en est là. Il aura Avatar qui est premier, il aura Titanic et il aura Avatar 2 The Way of Water, la voie donc de l'eau, qui continue d'être énorme. Toujours premier aux États-Unis devant le film Megan dont on n'a pas parlé sur la chaîne pour l'instant parce qu'on l'a pas vu tout simplement. Il y a des gens qui nous ont fait des remarques sur le fait qu'on n'en avait pas parlé puisque ça parle d'IA visiblement. Et comme il y a ton excellente vidéo sur la chaîne sur l'IA forcément. Il y a des gens qui ont fait un lien tout à fait légitime. En France, ça cartonne, hein, Avatar, c'est à 11 millions de spectateurs. Ça fait beaucoup de bien au cinéma français et international. Mais on en parlera plus de manière un peu plus importante dans une vidéo box-office, je l'espère. Je vais quand même parler d'un truc qui, moi, m'intéresse beaucoup, mon cher Greg, c'est le Chapeauté 2. Qui est vraiment un cas très particulier. Pourquoi ? Parce que promo, bon allez, on va dire un peu lourdingue, pas tellement d'attente après le premier qui était relativement très moyen. Le film sort et là, bouche à oreille sur la qualité de l'animation, sur le fait que le film est très marrant, etc. Moi, j'ai eu le plaisir de le voir. Et en effet, c'est un film d'animation très cool. Ça m'a fait un peu mal de le mettre comme meilleur film d'anime de l'année 2022, mais j'avais pas vu mieux. Et donc j'ai été obligé d'être honnête et de le mettre. Et en fait, le film marche bien. Il marche bien partout. En France, il marche très bien. Il est à plus de 2 millions d'entrées. À travers le monde, il est à 250 millions. Alors, c'est pas incroyable, mais c'est quand même très honnête pour le film. Il a eu, comme je le disais dans la précédente vidéo, comment on dit, un espèce de passe-droit en Chine pour lui permettre de continuer d'être exploité en salle au-delà du nombre de semaines régularisées et surtout au-delà du nouvel an chinois qui est la période de l'année où il faut vraiment être en salle et qui normalement est réservée pour les gros films chinois. Et d'ailleurs c'est là où il y a des films qui vont faire presque 1 milliard au box-office, on va dire plus de 500 millions jusqu'à 1 milliard au box-office chinois, c'est dans cette période-là en fait. Et le Chapeauté 2 ainsi qu'Avatar 2 ont eu une dérogation pour pouvoir rester. Et puisque je parle de la Chine, sache que Quantum Mania sortira en Chine, mais surtout, et ça c'est vraiment la petite surprise et qui pourrait permettre au film de passer le milliard, c'est que Black Panther 2 a finalement eu l'autorisation de sortir en Chine. Voilà, et le dernier truc que je voulais dire dans le point pognon, mon cher Greg, c'est que qu'est-ce qu'on a bien pu donc faire au bon Dieu, donc ça doit être le 7e ou 8e film de la saga, qui a été le plus gros succès français de 2022, s'est fait détrôner et n'est plus le plus gros succès de 2022, puisqu'il a été détrôné par Simone, le voyage du siècle, qui est donc un film sur Simone Veil. Ça fait quand même
davantage plaisir que ce soit Simone, plus gros film de l'année quand on connaît le personnage qui était Simone Veil, même si les avis sur le film sont partagés, plutôt que qu'est-ce qu'on a donc bien pu faire, oh bon Dieu, mes chers amis. Voilà mon cher Greg pour le point pognon. Est-ce que tu veux que je fasse une deuxième petite news dans la foulée là? Non. Du coup, en fait, petite news anecdote. Déjà parce que je voulais réagir à ce que tu as dit sur Black Panther. En fait, je voulais réagir par rapport à ce qui est surprenant, c'est que donc il soit validé, mais il faut pas oublier que Disney, même quand ils ont sorti le dernier Star Wars, les acteurs black sur l'affiche avaient été réduits. Donc ils ont été enlevés. Non, réduits en taille. Ils étaient à 1/10 de la taille sur certaines des affiches. Okoye, par exemple, sur l'affiche chinoise de Endgame, elle est plus là, ou de Infinity War, elle est plus là. Et sur l'affiche de Black Panther, là où dans la version internationale, c'est Chadwick Boseman qui fait ça, dans la version chinoise, c'est Black Panther avec le masque qui fait ça. Hein, moi, je pensais surtout à Star Wars parce que c'est là où c'est l'exemple qui avait été le plus marquant pour la validation, et particulièrement Star Wars épisode 9. Et du coup, bon, là qu'il est validé comme ça après coup, c'est effectivement assez surprenant. Plus de news d'ailleurs sur Black Panther 2, dont le scénario alternatif a été donné, mais j'en parle dans une news suivante. Est-ce que tu veux faire ta news? Tu voulais faire une deuxième petite news? Vas-y mon cher. Ouais, j'ai envie de faire deux petites news anecdotes. Allez, avant de faire ma grosse news de la semaine, et la très très grosse news de la semaine qui concerne Michael Bay, qui va finir en prison. Alors voilà. Mais alors, par contre, la petite anecdote, vous savez que peut-être il y a des jumeaux qui jouent dans House of the Dragon saison 1. Et voilà. Et en fait, dans la dernière scène où on voit, alors je spoil pas, hein, dans la dernière scène où on voit un des jumeaux, et ben en fait l'acteur qui l'incarne était indisposé, et donc c'est son frère qui a joué à sa place. Donc en fait on a eu donc le frère qui a joué l'autre. Il y a un des deux jumeaux qui a joué du coup dans les faits les deux personnages dans la série. Voilà, je trouvais ça cocasse. Et autre chose, puisque je lisais des trucs sur Robin Williams qui est décédé il y a maintenant 7 ans. Et qui me manque beaucoup. Il y a pas mal de choses qu'on peut lire, notamment sur son côté cœur sur la main. Alors on sait que notamment ça se voyait dans Good Morning Vietnam, mais ça s'est vu en vrai aussi. Il soutenait les forces militaires, pas par patriotisme ou par élan militaire, mais plus pour aider vraiment les militaires dans leur quotidien. Et Robin Williams, par exemple, allait faire des blagues et tout, il allait les voir. Et en fait, il s'est avéré que Robin Williams aussi, parce qu'il y a eu plusieurs témoignages en ce sens, faisait en sorte que des SDF soient embauchés sur les tournages de ces films avec des petits rôles. Par exemple, il y en a un qui avait témoigné qu'il devait accompagner tel ou tel acteur d'un point A à un point B dans les plateaux de tournage, qu'il y en a un qui avait dit qu'il avait été embauché, que au final il avait rien fait de particulier, mais ça lui avait permis d'avoir un peu de sous, et Robin Williams faisait ça. Je trouve que c'est bien de le rappeler, et c'est bien de reparler de Robin Williams. Voilà pour mes deux petites news. À toi mon cher Greg. Eh bien, puisque tu parles de Robin Williams, l'homme bicentenaire, eh bien, je vais enchaîner sur ma news de la semaine, qui est le ChatGPT. Alors, j'en ai parlé dans la vidéo sur les IA, on en a parlé dans la news de la semaine dernière, et il y a de nouveau une petite news sur les IA, et notamment sur ChatGPT. Donc là, le ChatGPT, qui est donc le système d'IA avec lequel on peut discuter, est basé sur ce qu'on appelle... Si t'as des problèmes gastriques, tu le dis, hein. Pardon ? Si t'as des problèmes gastriques, tu le dis. Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire GPT? Enfin, je sais pas, moi et donc ça me perturbe un petit peu. GPT 3 et en fait le moteur d'IA sur lequel est basé ChatGPT, et en fait là ils sont en train de préparer la version 4. Et alors c'est des chiffres qui nous parlent pas tant que ça, mais en gros ils annoncent
que la version précédente était capable de gérer 175 milliards de paramètres. Et la nouvelle version, elle serait basée sur 100 trillions de paramètres, donc à peu près un rapport de 10 000 fois plus élevé. Et donc le développeur, donc Simon Heuberg, donc je dois massacrer son nom, j'en suis désolé, a dit, je cite, que la version 4 fera ressembler la version 3 à un jouet pour enfants. Et ce qui est incroyable, c'est que déjà la version 3, il y a des usages, il y a des étudiants qui l'ont utilisé pour faire leurs devoirs, il y a des scripts qui ont été écrits. Donc imaginez une version qui est capable d'être ne serait-ce que 100 fois plus performante, ça fait vraiment réfléchir aux applications, et surtout ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle les capacités de la machine augmentent. Donc on va vraiment avoir ce fameux tournant des IA, voilà, je peux pas vous dire je pense, parce que là c'est devant nos yeux, dans les prochaines années, avec des impacts sans doute de plus en plus forts sur nos vies, quoi. Mon cher Kerr, quelle est ta news de la semaine? Alors ma vraie grosse news de la semaine, elle est un peu relou, du coup je vais la faire après. Par contre, il y a la très très grosse news de la semaine, je pense que vous l'avez tous suivi, il y a eu des breaking news absolument partout. Michael Bay risque de terminer en prison. En fait, il est poursuivi en Italie suite au décès d'un pigeon sur le tournage de Six Underground. Donc il y a des paparazzis qui ont montré des photos comme quoi un pigeon avait été écrasé par une remorque portant du matériel. Alors le fait qu'un pigeon soit décédé nous fait absolument pas rire, hein. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est quand même cocasse de voir Michael Bay poursuivi pour la mort d'un pigeon. C'est digne du Gorafi. L'Italie a proposé à Michael Bay qu'on enterre le dossier s'il payait une petite amende symbolique, et Michael Bay a dit allez vous faire voir parce que j'ai absolument rien fait de mal. Et il a dit ceci: je suis connu pour être un défenseur de la cause animale, et je n'ai jamais blessé un animal en 30 ans de cinéma, contrairement aux très nombreux scénarios que j'ai ravagés. Nous avons de nombreuses preuves qui prouvent que toutes ces allégations du paparazzi sont fausses, et que le pigeon s'est envolé. Non, ça c'est pas vrai, le truc du pigeon qui s'est envolé. Mais enfin bref, voilà, Michael Bay s'est défendu, mais vraiment bec et ongle, hein, le mec il veut pas payer l'amende, alors qu'il pourrait, hein, bien évidemment, parce qu'il trouve que l'accusation est injuste. Et c'était sur le tournage de Six Underground, donc film pas terrible, et en plus procès qui pourrait réduire à néant sa carrière. Donc voilà. Et j'enchaîne après cette news volatile. Je m'envole vers une autre news en espérant que ça ne pas croiser Michael Bay en arrivant jusqu'à la news suivante. C'est bon, j'y suis. On a parlé la semaine dernière, Michelle Yeoh et Ki Yu Kwan, dont on massacre le nom à chaque émission. Vous savez qu'ils ont gagné les Golden Globes pour Everything Everywhere All at Once. Et figure-toi, mon chat grec, qu'ils vont jouer ensemble dans une série qui s'appelle American Born Chinese, qui est une série Disney+, qui est l'adaptation d'une BD qui raconte l'histoire d'un ado américain sino-américain qui a une vie tout à fait classique et qui un jour va rencontrer un autre gamin, et ils vont involontairement provoquer ensemble une bataille entre les grands dieux antiques chinois. Donc adaptation d'une BD avec un gros casting, hein. Il n'y a pas que Michelle Yeoh et Ki Yu Kwan, et c'est sur Disney+. Et vous vous demandez sûrement quand est-ce que ça sort. Eh bien sachez que ma news est incomplète et je n'ai pas la date de sortie. À toi mon cher Greg. De mon côté, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de Ryan Coogler et de Black Panther 2. Eh bien, Ryan Coogler, dans une interview, a dit quels étaient ses plans si Chadwick Boseman avait été encore parmi nous aujourd'hui. De quoi aurait parlé Black Panther 2 et en fait, donc l'histoire aurait été donc Black Panther disparaît dans le blip, donc
de Infinity War, et donc ce serait sur dans les années en fait où il était pas là, eh bien il aurait eu donc un fils avec du coup sa copine dont j'ai pris les notes, Nakia, et donc il a eu un fils avec Nakia. Ce fils, donc il le découvre dans une séance en dessin d'animation. En fait, il y aurait eu Nakia qui expliquait à son fils qui était son père. Et Chadwick Boseman revient du blip et là part en aventure père-fils pour se découvrir avec son fils, et au milieu de leur voyage quelque chose arrive, déstabilise le voyage, et du coup Chadwick Boseman doit aller sauver le monde avec, je cite, son fils sur les hanches. Et donc ça aurait été un film bien différent. Il y a quand même un truc, c'est que Namor aurait quand même été l'antagoniste, donc on peut imaginer que toute la partie du film sur l'Atlantide, utilisons les termes sans problème de droit, eh bien serait donc du coup aurait été le problème majeur. Et voilà, moi je trouve ça marrant comme news de voir un petit peu ce que ça aurait pu être. Je sais pas si ce pitch m'intéresse plus que la version actuelle, mais voilà. Bon, après ça aurait été quand même mieux que d'avoir Chadwick Boseman en Black Panther. T'en penses quoi, et c'est quoi ta news? Je trouve dommage qu'ils aient révélé le scénar d'un film qui n'a pas eu lieu puisque l'acteur est décédé. Mais pourquoi pas Bon, bref. Je suis moyennement... J'adhère, ça me motive moyen tout ça. Je vais vous parler plutôt de la grosse news de la semaine. C'est Netflix qui vient de balancer une bande-annonce des films qui vont arriver en 2023, et il y a du lourd sur Netflix en termes de films. Alors avant de parler de ça et de dire les projets qui peuvent hyper Netflix, rappelons quand même que Netflix enchaîne les annulations de séries en veux-tu en voilà. On en a parlé la semaine dernière, notamment 1899. Là ils ont annulé 2 séries animées, dont Inside Job, que j'adore, donc je suis assez vénère. Ça commence à me... J'ai regardé, alors il faudrait que tu le fasses aussi mon cher Greg, j'ai regardé le nombre de séries Netflix que j'ai commencé cette année, en 2022, et la part de toutes ces séries qui n'auront pas de saison 2 ou pas de saison 2, 3, puisque là Inside Job c'était la deuxième partie, et pour Inside Job quand même ils avaient quand même renouveler la série quoi, et derrière ils passent et puis ils disent bah non, finalement le renouvellement était une petite blague en interne. Donc ça m'a pas plu. Ils ont également annulé la série de Neil Patrick Harris, Uncoupable, je sais pas, mais pareil, tu vois, une série avec Neil Patrick Harris ne survit pas chez Netflix. Et comme tu avais parlé je rappelle dans une précédente vidéo, de la stratégie de Netflix, je pense qu'on peut assez légitimement dire qu'il y a des très très grosses séries qui ont marqué l'histoire de Netflix qui n'auraient pas eu avec la nouvelle politique, qui n'auraient pas eu de suite. Une annulation de Orange is the New Black n'aurait pas été impossible, de Narcos pareil. Donc voilà, ça commence à me relouter cette histoire. Et revenons précisément maintenant sur les films qui ont été... Oui, vas-y. Non, tu veux revenir sur les films qui ont été annulés ? Non, pas annulés, les films qui vont arriver. D'accord, parce que du coup, sur la partie annulation, j'ai des commentaires, mais pas sur Netflix. Du coup, vas-y, j'enchaîne. D'accord, donc dans ce trailer, alors ils disent plein de trucs, ils montrent des images de plein de films. Alors il y a le nouveau film de David Fincher, on en avait parlé dans la vidéo qui est en ligne sur les films les plus attendus de 2023. C'est une exclue Netflix, le film The Killer de Fincher. Il y a également le Zack Snyder. Alors, il y en a beaucoup de gens qui nous ont demandé dans les commentaires pourquoi est-ce qu'on n'en avait pas parlé dans la vidéo des films les plus attendus de 2023. C'est parce qu'il sort en toute fin d'année 2023, et je me méfie des dates de sortie de décembre, parce que c'est parfois bougé, ça peut être décalé, bref. Et puis il y a une autre raison à ça, c'est que je l'avais oublié, et le truc ça s'appelle Rebel Moon de Zack Snyder. Donc avec Sofia Boutella, avec Charlie Hunnam, avec Jimon Usoon, avec Ray Fisher, tu sais, l'acteur qui joue Cyborg, Corey Stoll et Jenna Malone. Donc ça sera le deuxième film de Zack Snyder avec Netflix, après le truc avec les zombies dont j'ai oublié le nom.
et qui franchement pétait pas plus haut que son postérieur. Autre film qui a été annoncé qui arrive en octobre, c'est un film qui a l'air bien étrange avec Millie Bobby Brown qui s'appelle Damsel, avec également Robin Wright. Sur une des premières images qu'on voit dans le trailer, on a Millie Bobby Brown avec une épée, donc ça a l'air d'être un truc fantastique. On a donc, je disais, le The Killer de Fincher avec Michael Fassbender qui va faire son grand retour. Il joue un tueur en série qui commence à avoir un peu de remords, ou en tout cas à se demander si tuer des gens, c'est bien. Spoiler alert, Michael, c'est pas bien. On a également Pen Hustler de David Yates. David Yates, c'est qui ? C'est le réalisateur de tous les Harry Potter depuis des lustres et puis des Animaux Fantastiques. Là, qui fait un film avec Chris Evans, Andy Garcia. On a Jay Duplass, l'acteur qu'on avait vu dans The Morning Show. Emily Blunt dans le rôle principal. Ça arrive en octobre. On a un film de F. Gary Gray. C'est un des réals, notamment de Fast and Furious, si je dis pas de bêtises. Et je crois que c'est lui qui avait fait Hobbs & Shaw, mais c'est à vérifier. Avec au casting, et un beau casting, on a une actrice que j'adore, Gugu Mbatha-Raw, on a Vincent D'Onofrio, on a Kevin Hart, Sam Worthington, bien évidemment, qui est Jack Sully dans Avatar. Et ça arrive le 25 août. C'est le jour de l'anniversaire de ma sœur que je salue. On a plein, il y a vraiment plein de trucs. Alors pour le coup, si tu regardes le trailer, il y a que des stars partout. Tu te dis mais en fait, tout Hollywood est là. Il y a un autre film avec Ethan Hawke et Mahershala Ali qui s'appelle Leave the World Behind. On a la suite de Murder Mystery qui avait été un gros carton Netflix avec Adam Sandler et Jennifer Aniston qui sont de retour. Il y aura également la Française Mélanie Laurent au casting. On a The Mother avec Jennifer Lopez qui sort le 12 mai. On a un film avec Nicole Kidman et Zac Efron aussi. On a Extraction 2 avec Chris Hemsworth qui a une date, c'est le 16 juin. On a un film très attendu avec Gal Gadot et Jamie Dornan qui sort le 11 août qui s'appelle Heart of Stone. Ça n'est pas un film sur le DLC de The Witcher 3. On a un film avec John Boyega, Jamie Foxx qui sort en juillet qui s'appelle The Cloned Tyrone. Bref, alors je vous parle pas des pitchs parce que je les connais pas tous, mais juste au moins les castings et puis les gros réals et les grosses dates. Et puis il y a un truc qui est plutôt sympa, c'est que Luther avec Idris Elba n'est pas mort et ça va arriver en film le 10 mars donc avec Idris Elba, Andy Serkis au casting. Andy Serkis qui est extraordinaire, il faut le souligner, dans Andor. Voilà mon cher Greg pour les grosses sorties de Netflix en film. On rappelle que Netflix avait une politique, c'était un film par semaine. Je sais pas si au final ils arrivent à le faire à chaque semaine, mais en tout cas ils ont beaucoup d'investissements côté cinéma. À toi mon cher Greg. Eh bien, tu me parles de la stratégie Netflix et tu me parles du fait qu'il y a beaucoup de films d'annoncés, des séries qui sont annulées. Et j'ai envie de dire, eh bien, tout simplement, c'est peut-être parce que dans un monde économique d'il y a quelques années où tout est quasiment au vert, où les investisseurs ont plein de pognon à balancer pour que les plateformes grossissent et qu'ils essayent tous d'être à perte, en espérant dans quelques années être la plus grosse qui fait référence, eh bien cette politique qu'a suivi Netflix, qu'a suivi Disney+, Amazon et évidemment AMC et d'autres gros streamers et chaînes américaines, eh bien en fait là avec la récession économique, le Covid évidemment, moins d'investisseurs, moins d'argent et de cash à cramer, et vous êtes tous au courant, on l'avait dit, Warner et Discovery ont du coup coupé de nombreuses choses, notamment le fameux film sur Batgirl. Il y a Netflix qui est en train de couper toutes les saisons 2 des trucs qu'ils ne trouvent pas suffisamment rentables. Disney a annoncé une perte de 1,5 milliard de dollars, majoritairement imputée à Disney+. Et du côté des autres groupes de chaînes, donc comme par exemple AMC, eh bien là, ils viennent d'annoncer. Alors, ils ont annoncé en 2022
en toute fin d'année, qu'ils avaient, eux, 475 millions de dollars de budget de moins sur cette année, donc il fallait faire des coupes particulièrement importantes, et il n'y avait pas eu de vraies grosses annulations derrière, mais là elles sont en train de tomber. Donc il y a les séries qui s'appellent 61 Street, il y a Invitation to a Bonfire, il y a également Panthéon. Donc là ça fait 3 séries dont les saisons 2 avaient été tournées, elles ne sont même pas encore diffusées, donc on ne sait même pas si ça va être un carton ou pas, mais ils ont déjà décidé qu'il n'y aurait pas de suite. Et j'ai envie de dire, pour 475 millions de dollars, c'est pas 3 séries qui vont suffire, donc il y a de nombreux cuts. Alors évidemment, ça fait un peu lien avec ma news d'avant sur AMC, qui avait déjà annoncé il y a quelques temps que ce serait plus 3 films sur la suite de Rick, mais 6 épisodes. Donc là, vraiment, les streamers, les chaînes du câble, toutes ont des vrais problèmes. Le modèle économique était je dépense à perte pour essayer d'être un jour numéro 1, et bien là a vraiment trouvé sa fin, au point où Paramount se vend, mais dans le bouquet Prime Vidéo dans certains pays. On a en France les contenus HBO qui sont diffusés sur Prime Vidéo. Donc voilà, je pense qu'il faut s'attendre à beaucoup de coupes. Et si votre série préférée, c'est pas un méga carton, et qu'elle coûte cher à produire, et que c'est pas un méga carton, il y a de fortes chances qu'elle soit coupée assez violemment. Voilà. Ça te fait réagir, mon cher Kerr? Est-ce que tu veux enchaîner par une autre news? Bah oui, du coup je vais parler de ce fameux deal entre Amazon et HBO, puisque on l'a appris quelques jours seulement avant la diffusion de The Last of Us. Donc vous savez que OCS a perdu le catalogue HBO et qu'il était dans la nature comme ça. Alors on était tous très inquiets, parce que s'il se baladait dans les champs ou les forêts, un chasseur aurait pu l'abattre en le confondant avec un sanglier. Et du coup là ça y est, Amazon a récupéré le catalogue de HBO, avec une petite bonne nouvelle, une petite surprise, c'est The Last of Us gratos, inclus dans l'abonnement de Prime. Par contre, pour tout ce qui est du contenu de la Warner, il faudra payer un abonnement supplémentaire via Amazon. Comme tu le dis depuis plusieurs émissions maintenant, et notamment dans la tier list des plateformes, où je rappelle qu'on a mis Prime en D pour sanction, parce que l'interface ne fait pas assez la différence entre le contenu payant et le contenu qu'on a dans l'abonnement. Et à cause des anneaux de pouvoir de mon côté. Oui, aussi, mais on a dit, et il y a une phrase dont je me rappelle très bien, c'est un potentiel S qui se retrouve en D par sanction. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même de grandes qualités sur la plateforme d'Amazon. Et on avait mis Netflix en S en disant qu'il y avait aussi des problèmes, et notamment les annulations de séries. Donc jusque-là, on est toujours cohérent, et l'arrivée de HBO ne change rien à la chose. Il faudra payer pour avoir 12 chaînes Warner. Alors c'est plutôt cool, il y a des trucs comme Eurosport par exemple. Il y aura toutes les séries HBO Max. Donc la grande question c'est quand est-ce que ça arrive? C'est en mars, mais on n'a pas de date précise, en dehors du fait que c'est en mars. Et la deuxième grande question, et là pour le coup on n'a pas du tout l'info, c'est le prix de ce qu'ils appellent le pack Warner. Voilà. Et alors il y a une troisième question qui se soulève, mon cher Greg. Et j'ai été étonné de voir que la presse ne la soulève pas, cette question. C'est est-ce que cet accord avec Amazon est temporaire, comme on pourrait le croire, puisque selon nos dernières informations, HBO la Warner et Discovery ont toujours l'intention de sortir la plateforme en France. Donc la nouvelle plateforme Warner, Discovery, HBO, qui sera celle qui va succéder à HBO Max. Ou est-ce qu'ils vont se contenter de diffuser leur programme avec Amazon? Eh ben moi je crois, mon cher Greg, que c'est un test là, la France, et que si ça marche bien, ils vont pas se casser les pieds à sortir la plateforme en France. Ils vont essayer au contraire de pousser le deal avec Amazon pour voilà. Donc moi je pense que ça serait pas étonnant au final qu'on n'ait pas de plateforme HBO Max, mais qu'on ait bien le contenu de manière un peu pérenne sur d'HBO sur Amazon. Voilà, mon cher Greg, est-ce que tu veux que je regarde si j'ai encore une news ou pas? Mais il me semble que j'ai fini, moi.
Et ben du coup, je vais enchaîner avec une petite news, alors petite news pour aujourd'hui, mais peut-être très grande news pour bientôt. C'est si vous êtes des fans de Hitchcock, ou si vous aimez globalement bien Hitchcock, eh bien la petite news, c'est que son 3e film, qui s'appelle The Lodger, A Story of London Fog, eh bien ce 3e film, donc Le Lodger, rentre dans le domaine public cette année. C'est un film de 1927, qui a été diffusé en 1927 à Londres, et donc le 10 juin, et en 1928 aux États-Unis. Ce qui fait que dans les lois américaines et anglaises, il rentre dans le domaine public et va donc être aux alentours, alors suivant dans quel pays vous êtes, mais globalement cette année, va rentrer donc dans le domaine public, et donc ça veut dire que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre sur votre chaîne YouTube, vous pouvez sur votre chaîne Vimeo, Dailymotion si vous êtes des dingos, vous pouvez en posséder une copie sur votre disque dur. Bref, c'est un film d'Hitchcock que vous pouvez donc posséder gratuitement sous très peu de temps. Et pourquoi je disais c'est une petite news qui pourrait être une grande news bientôt? Eh ben le cinéma c'était pas si vieux que ça, mais ça vieillit. Et ça vieillit au point où maintenant, effectivement, eh bien, les 100 ans, en fonction des lois, certains c'est un tout petit peu plus, d'autres un tout petit peu moins, eh bien, ça y est, les films des années 30 sont en train de rentrer dans le domaine public. Dans une dizaine d'années, les films des années 40, etc., etc. Donc, il y a de fortes chances, que vos enfants, dans leur début de vie d'adulte, auront tous les films qui nous ont plu enfants, pourraient être rentrés dans le domaine public. Et toutes ces plateformes dont on parle depuis tout à l'heure, elles basent beaucoup leur économie sur le fait de nous diffuser des nouveautés, mais aussi du bas de catalogue, des vieux films. Et si ces vieux films, en fait, sont gratuits et chez tout le monde, eh ben, ça va, encore une fois, mettre un peu en difficulté et pousser la fuite vers l'avant de créer encore plus de contenu. Est-ce que tu as une autre news care ou je termine par ma dernière? Non, tu peux conclure, mon cher Greg. Tu peux. Eh ben, je termine par la dernière petite news, qui est une toute petite news, mais une news qui m'a amusé. C'est Stephen Colbert. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un animateur d'un late show américain. Donc, une émission talk show à l'américaine qui diffusait en première ou deuxième partie de soirée, je ne sais plus. Et donc Stephen Colbert a une société de production qui s'appelle Spartina. Et Spartina et Skybound Entertainment donc se sont associés pour développer sous la forme d'une série The Chronicles of Humber, alors, donc de l'auteur Roger Zelazny. Alors je suis désolé, là je massacre tous les noms. Et alors vous allez me dire, mais c'est super, mais c'est quoi? Alors à mon avis, il y a des gens qui vont vraiment très bien savoir ce que c'est, et d'autres qui ne savent pas. Eh bien, The Chronicles of Humber est considéré comme un des chefs-d'œuvre de la fantasy par Martin, qui à nombreuses reprises a dit qu'il fallait l'adapter, que c'était important. Et Stephen Colbert est un grand fan de fantasy depuis très longtemps, et du coup a succombé à l'idée de, eh bien, effectivement, acheter des droits et pouvoir le diffuser en série. Il n'y a pas de plateforme, ils ont acheté les droits, ils vont commencer à développer un scénario, etc. Et après, ils vont essayer de voir chez qui ils peuvent le vendre. Ça pourrait aller, vu les rapports de Colbert, ça pourrait aller chez Peacock, et donc chez nous, revendu dans une des plateformes habituelles, type Prime ou Netflix ou Disney+. Et voilà, donc si vous êtes un grand fan de fantasy, vous devez déjà savoir de quoi je parle. Et si vous n'êtes pas fan de fantasy, dites-vous qu'il y a une des œuvres de fantasy préférées de Martin qui va être adaptée d'ici quelques années. Voilà. J'ai donc terminé mes news. Est-ce que, mon cher Kerr, tu veux donc terminer cette vidéo ? Oui, en vous remerciant tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifs, sinon vous ne saurez pas quand les vidéos sortent. Et c'est ballot, merci aux tipeurs. C'est grâce à vous qu'on peut faire les vidéos, et si vous voulez faire partie de l'aventure Tipeee, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir un accès au Discord, n'hésitez pas aussi, que vous êtes tipeur, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour le demander, on vous donnera ça avec grand plaisir. Et puis merci à tous, n'hésitez pas à balancer des commentaires, passez une bonne journée, ciao!